cas de la TVA, par exemple. La TVA que Fillon veut augmenter, évidemment, réduire la sécurité sociale, la privatiser, enfin bref. Il veut continuer en fait dans un néolibéralisme vraiment déchaîné. C'est pas terminé. 1993, nouveau pas du néolibéralisme. Alors attention, moi j'aurais pu en mettre plein d'autres. Hein. Je prends celui-là. Donc 1993, on se dit une chose. On se dit les ménages, bon voilà, on a réussi à les mettre en précarité. Ils viennent moins souvent, donc ça me coûte moins cher par mois. Voilà, le salaire mensuel, si vous voulez. Donc là, ils ont réussi à le diminuer. Tout ça à l'avantage du profit. L'étape d'après, en fait, c'est de se dire voilà, quand je paye un salarié, je lui donne, je sais pas moi, 1500 euros. Je lui vire 1500 euros sur son compte. Mais en réalité, sous forme de cotisation sociale, je lui donne encore quasiment l'équivalent, on va dire 1400 euros. Voilà. Donc 1400 euros, donc moi en tant que patron, je lui vire 1500 euros et 1400 euros en cotisation sociale. Ces cotisations sociales-là, on se dit une chose. Si on les diminue, les salariés ne vont rien y voir. Rien du tout. Ils continueront à recevoir 1500 euros de salaire net et ils vont se dire, bah, il ne se passe rien. L'idée, si vous voulez, en 93, avec Balladur, c'est de diminuer comme ça le coût du travail pour les entreprises, dans le mythe de dire si je diminue le coût du travail, alors je crée de l'emploi. Ça, c'est cette logique-là qui n'a jamais été prouvée. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ça fonctionne, d'autres ça ne fonctionne pas. Voilà, il n'y a pas de régularité là-dessus. Même Hollande l'a dit. Hein, il a dit moi je ne fais pas la loi El Khomri pour créer de l'emploi, je fais la loi El Khomri pour changer les mœurs. D'accord, que les Français s'habituent en fait à cette forme de précarité. Donc en 93, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les cotisations sociales. Mais attention, ça va être violent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à 40 milliards. 40 milliards par an de cotisations sociales qui disparaissent et qui sont censées aider l'emploi. Vous voyez la situation du chômage. 40 milliards, c'est énorme. Mais en fait, ces cotisations sociales, c'est quoi? C'est du salaire différé. Le salaire différé, ça veut dire que, d'accord, j'ai toujours 1500 euros sur mon compte, mais si jamais je me rends chez le médecin, eh bien le médecin me rembourse moins bien qu'avant. Si jamais je vais à l'hôpital, je paye un forfait. Si jamais, quand j'arriverai à l'âge de la retraite, eh ma retraite sera d'autant diminuée. Les cotisations sociales, en fait, servent à ça. Le MEDEF a été malin. Le MEDEF, vous vous souvenez, hein, Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz. Même scénario qu'aujourd'hui, hein, la même chose. Hein, simplifier le licenciement administratif, éliminez-le, laissez-nous licencier comme on veut, et on créera des emplois. Alors, à l'époque, je ne sais plus à combien il était monté, mais de toute façon, 1 million, 2 millions, où est le problème, hein, c'est pas un souci. Donc ils avaient prévu le coup et ils avaient déjà dans les années 80 fait une espèce de mémoire rédigée en disant il faut changer le vocabulaire. Et donc on ne parle plus de cotisation sociale, c'est fini. On parle de charge. Pourquoi? Parce que si je te dis est-ce qu'il faut, je sais pas moi, alléger les charges, tu me dis ben oui, les charges c'est une charge, c'est une charge. Enfin je veux dire si ça m'alourdit, c'est bon. Voilà, l'entreprise a besoin de légèreté. Mais si je vous dis qu'il faut enlever des cotisations sociales, là vous pourriez me demander cotiser pour quoi? Pour quel social? Ben, c'est simple. Les retraites, le chômage, la maladie, la santé, les salaires des hôpitaux, etc. etc. D'accord? Et là, évidemment, ça prend une autre tournure. Donc aujourd'hui, on en parle encore de l'allègement, évidemment, des charges, qui sont les cotisations sociales. Ça, encore une fois, ça va diminuer deux choses. Un, les revenus de l'État, de la sécurité sociale, etc. Il ne faudra pas attendre longtemps, hein, moins de 4 ans avant qu'il y ait un trou de la Sécu, évidemment, vous enlevez les cotisations. Après, vous vous retournez en disant, ah, il y a un trou dans la Sécu. Bah, évidemment, de fait. Avec les cotisations, il n'y a pas de trou. Hein. Et ensuite, les ménages se retrouvent moins riches. Donc, les ménages aussi se jettent dans l'endettement. Surtout que vous avez bien compris qu'à ce moment-là se développent tous les CTLM et tous les autres vautours de tout type qui vont se jeter évidemment sur les gens en plus grande difficulté. Hein. La loi parfois s'en mêlera pour essayer de faire de bon ménage là-dedans. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que j'ai pris l'année 2008. Alors évidemment, pourquoi 2008 ? 2008, c'est la crise des subprimes. Évidemment, alors ça, si ce n'est pas une crise du néolibéralisme, je vous rappelle un peu le mode de fonctionnement des subprimes, c'est très simple. C'est que un prime, c'est un prêt normal pour les gens qui ont les moyens d'emprunter. L'idée, c'est de créer un subprime, un sous-prêt. Comment on fait ? Bien, j'accueille un ménage qui n'a pas les moyens. Et je lui dis, bon, t'as pas les moyens. Mais on va s'arranger. Premièrement, je vais te faire un taux d'intérêt variable, c'est quoi ? Le taux d'intérêt variable, c'est, au début, je te prends en gros 0%. Mais dans 4 ans, ton taux d'intérêt, il explose. Donc quand je fais ton calcul, tu as l'impression qu'à 0%, c'est bon, ton prêt, il passe. Mais quand ça va exploser, ça va être moins drôle. Deuxième chose, il me faut une garantie. Vous savez, je sais pas, moi, vous voulez acheter un appartement, vous en avez déjà un, vous voulez l'hypothéquer. Là, ils vont faire la même chose. Sauf que l'hypothèque, c'est la maison qu'on est en train d'acheter. Donc c'est délirant, d'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu, mais c'est délirant. C'est-à-dire que ça repose sur une chose. Tant que la maison vaut cher, tout va bien. De dire, voilà, les banques avaient bien prévu le coup en se disant, bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre la maison à un pauvre. Il va payer pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, les taux d'intérêt explosent.
Le gars, c'est un Américain, il n'aura pas lu. De toute façon, les Américains lisent peu, on le sait. Donc, ils ne lisent pas les contrats. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Voilà, ils ne lisent pas. Et donc, résultat, le taux d'intérêt explose. Et dedans, je lui mets des pénalités gigantesques. Il ne s'en sortira pas. Mais moi, je vais l'essorer en attendant. Je vais l'essorer. Je vais lui prendre des amendes, machin. Et tant que sa maison prend de la valeur, en plus, je lui prêterai encore plus d'argent. Parce que aux États-Unis, c'est autorisé. Donc voilà ce que je fais. Je fais comme ça, je prête à des pauvres, le pauvre il s'effondre à un moment donné, ben, je lui reprends sa maison, je la vends et je la revends à un autre pauvre. Voilà ce que je fais indéfiniment. Sauf que ce qui s'est passé évidemment, c'est que quand on s'est mis à vendre trop de maisons en même temps, eh bien, ce qu'on appelle la bulle a éclaté. Ça veut dire on s'est rendu compte que les maisons ben, ne valaient rien dans cette histoire. Donc on a mis les Américains à la porte, avec un système bien néolibéral, c'est-à-dire qu'on a aidé les banques, mais on n'a pas aidé en fait les pauvres gens qui étaient donc exclus de leur maison en disant bah, il fallait s'organiser, il fallait travailler plus, il fallait... Voilà. Donc cette crise-là, comme ça, elle s'est mondialisée. Elle s'est mondialisée pourquoi? C'est parce que le marché de la finance, il a transformé les crédits. Alors je vous l'expliquerai si ça vous intéresse après. Les crédits de monsieur, voilà, de monsieur Martin aux États-Unis, il l'a transformé en titres financiers. C'est possible. Et donc ça part sur un marché financier, par des mécanismes, ça se retrouve dans les banques françaises qui mettent en danger ensuite les entreprises françaises qui font du licenciement. Donc la crise de 2008, c'est une crise d'endettement. Je vous rappelle que les dettes d'État, par exemple, ont fait un bond de 50% pour la plupart des pays. On s'est endetté pour sauver les dettes, les banques. Le plan Paulson, une goutte d'eau, hein, 700 milliards. Mais 700 milliards trouvés aussi rapidement, c'est magnifique. Hein. C'est-à-dire, on n'a jamais réussi à trouver la même chose pour les pays en développement, par exemple. Hein. Alors pourtant, ça leur rendrait tout à fait service. Donc ça, c'est bel et bien donc la naissance de la dette d'État en particulier, celle des ménages, le chômage qui va s'aggraver avec la crise subprime. C'est encore une fois un bond de la dette qui s'explique par le néolibéralisme. Alors aujourd'hui, je pourrais prendre des exemples. Par exemple, l'ordurière loi El Khomri, voilà, va nous conduire à ce même genre de situation-là, sans compter tous les dégâts sociaux qui vont être associés. La politique d'austérité qu'on a subie, et la Grèce en particulier, voilà. Et ces politiques-là nous ont conduit aussi à un niveau d'endettement beaucoup plus fort. L'affirmation des niches fiscales, vous savez ce qu'est une niche fiscale? Vous embauchez par exemple quelqu'un chez vous, voilà, vous pouvez déduire une partie de vos impôts. Bon, alors c'est une femme de ménage, je crois que c'est 5 000 € par an maximum. Eh bien 5 000 € de vos impôts, il faut déjà payer 5 000 € d'impôts par an, c'est énorme. Donc dans le principe, les niches fiscales, ça représente quasiment 80 milliards, c'est énorme. Une commission parlementaire a établi que la moitié des niches fiscales sont inefficaces. Donc déjà on pourrait s'en débarrasser de 40 milliards. Et bien sûr, je terminerai pour ce point-là, sur la fraude fiscale. La fraude fiscale, on peut le dire, qui n'est pas combattue, même pas en France, surtout pas en France. Nous avons nos propres paradis fiscaux, nous laissons absolument tout faire, nous avons attaqué au ralenti, soi-disant, la Suisse, qui a le temps d'absolument tout déplacer. Donc, bon, après, il y a débat pour savoir combien il nous manque dans nos caisses en raison de la fraude fiscale. On considère 60 milliards par an, c'est énorme. Donc, en réalité, l'État n'est pas en dette. Voilà. Ça, c'est mon premier point. C'est d'où vient la dette. La dette, c'est tout simplement le néolibéralisme. Alors, ensuite, je voulais vous entretenir sur un deuxième point. Faut-il payer la dette? Alors, en fait, je ne vais pas être trop long sur ce point-là qui est intéressant, on pourra en reparler, mais il faut savoir que la dette n'a pas toujours été payée. Hein. Par exemple, vous savez que l'Allemagne de l'après-guerre, par exemple, n'a pas payé toute sa dette, hein, et on doit d'ailleurs une partie encore à la Grèce, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des pays qui ont été complètement exemptés de payer leurs dettes. Alors, par exemple, la RDA l'a été, hein, mais alors, officiellement, pourquoi hein, j'ai la citation quelque part, si je vous la retrouve, c'est pas très grave. Puisque la chute du mur de Berlin, en fait, c'était quoi avant tout? C'était quand même une résistance au communisme. Donc voilà, ça c'est un critère qui est extrêmement important. Alors que la Grèce, c'est pas le cas. La Grèce, on a refusé de leur éliminer la dette, soi-disant parce qu'ils avaient un programme trop marxiste, hein, ce qui n'est absolument pas le cas, déjà, faut le savoir. Donc il y a des théoriciens, comme je sais pas moi, Chenet par exemple, qui lui travaille sur ce qu'on appelle les dettes illégitimes. Alors il y a 4 catégories de dettes, hein. Ces dettes-là, vous le retrouverez donc dans les statuts de l'ONU. Il y a la dette odieuse, illégitime, illégale, insoutenable. La dette odieuse. Alors ça, la dette odieuse, c'est par exemple si c'est un régime autoritaire qui va la contracter, ce qui est le cas de la Grèce. Le régime des colonels a énormément endetté la Grèce.
La dette illégitime, c'est quand elle a été contractée contre l'intérêt général. Là, c'est par exemple la même chose pour la Grèce. Hein. On a vu que il y avait des malversations sur les emprunts grecs, par exemple, hein, corruption, emprunts malhonnêtes auprès des banques, même françaises, etc. Donc ça, c'est une dette comme ça. La dette illégale, c'est celle qui est contractée donc hors de la légalité. J'emprunte pour corrompre. Et la dette insoutenable. La dette, c'est quand son remboursement est tellement lourd qu'en fait, ça ne permet pas à la population de bien vivre. D'accord. Ça, c'est un élément extrêmement important de savoir, en fait, que les dettes, clairement déjà, éthiquement, ne sont pas forcément à rembourser. Vous comprenez une chose, c'est qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, si on reprend l'exemple de l'Irak, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Irak, en fait, était énormément endetté. Et les États-Unis ont dit quoi? À la sortie de la guerre, ils ont dit non, non, il faut éliminer les dettes d'Irak. Sauf que la dette d'Irak, eh bien, elle était aussi détenue, en particulier par la France, par exemple. Et donc, on a demandé à la France de faire un effort, d'éliminer la moitié de la dette. La France, finalement, aura éliminé 80% de la dette. Donc, vous voyez, payer ou pas sa dette, c'est vraiment un critère de rapport de force. Et dans le rapport de force, on peut dire que les Grecs n'avaient absolument pas leur chance. Maintenant, est-ce que la dette, elle est utile? Alors, je peux vous dire que la dette, elle est très utile. Même, je pourrais vous dire que si demain, l'État français remboursait tout, eh bien, on recommencerait à s'endetter absolument tout de suite. Pourquoi on ferait ça? En fait, c'est simple. La dette, c'est pour l'État la capacité de s'avancer à lui-même de l'argent. C'est-à-dire que l'État emprunte, et ce qui va se passer, c'est que, comme ça, il peut construire des universités, par exemple. Il peut prendre de l'avance sur je sais pas, les fonds qu'il va octroyer aux entreprises. C'est un peu comme si vous décidiez de rester à vivre 20 ans sous un pont pour acheter un appartement. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux prendre un crédit et le rembourser et scolariser correctement vos enfants et vivre dans de bonnes conditions. L'État fait la même chose. L'État construit une université, l'État y met les chaises, etc., pour que tout de suite les étudiants puissent étudier et donc plus tard avoir un travail, plus tard payer des impôts, etc. La dette, c'est pas un problème pour l'État, je vous l'ai dit aussi, c'est parce que l'État est capable de prélever des richesses. C'est le seul agent économique. C'est un agent économique qui a les prélèvements obligatoires. Si l'État vous, je sais pas, moi, dégote une nouvelle taxe, vous serez obligé de la payer, vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc, finalement, s'endetter, c'est pas très grave. Si je peux reprélever sur l'économie, c'est pas un problème. L'État aussi crée les conditions de sa propre richesse. C'est-à-dire que l'État, en distribuant de l'argent aux ménages, les plus pauvres, par exemple, dans la théorie de Keynes, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un enrichissement de la société, donc l'État pourra récupérer l'argent qu'il a investi. Ça, vous retrouverez une explication sous forme de schéma, par exemple, dans le manuel d'économie critique. Alors, la dette, quelle est l'utilité aussi de la dette? Oui, évidemment. C'est que si on écoute les médias, et c'est vrai qu'il faut préparer la conférence, par exemple, je l'ai évidemment sur Internet, récupérer quelques chiffres les plus actuels, et je suis tombé sur des compteurs. Vous voyez, il y a des comptes qui tournent avec la dette, vous savez, c'est un peu flippant ce truc-là, voilà, c'est leur mécanisme à eux. Et ils vont comparer aussi la dette à quelque chose. Ils comparent la dette, en fait, au PIB. C'est quoi le PIB? C'est notre stock de richesse annuel. Voilà, donc nous on a un PIB à peu près de 2000 milliards, et on a une dette de 2000 milliards. Sauf que ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas comparer une dette et le PIB. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé voir les dettes des autres pays. Par exemple, l'Éthiopie, ils ont 40 dollars de dette par habitant. 40 dollars. C'est peut-être 4, je ne me souviens même plus. Un truc, mais ridicule. Pourtant, 40 dollars, ils devraient être bien mieux que nous alors. Ils devraient être bien mieux lotis dans cette histoire. Pourtant, si je vous demande, elles sont limitées à combien les autoroutes en Éthiopie? Il n'y en a pas. Les hôpitaux, ils sont bien ou pas en Éthiopie? Ben, pas terrible. Et voire même, c'est même pas eux qui les ont construits. Je pourrais même dire certaines régions, il n'y en a pas. À quoi il faut comparer la dette? La dette, il faut la comparer au patrimoine. C'est vrai, nous avons une dette importante en France, on pourrait dire, par habitant. J'ai dit avant qu'on n'était pas obligé de la payer, on verra même pourquoi tout de suite après. Mais en plus, on a un patrimoine énorme. On a un patrimoine qui est 10 fois plus élevé que notre dette. Donc en réalité, l'argent est là. Et Piketty, quand même pas un gauchiste, hein, Piketty va nous dire: nous n'avons jamais eu des pays aussi riches avec des États aussi pauvres. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est pas une crise de la dette à laquelle on assiste. On assiste à une crise de recettes. On ne sait pas prélever. On prélève mal, on ne prélève pas sur les bonnes personnes, on ne redistribue pas de la bonne manière. C'est ça qu'il faudrait remettre en cause. Sauf que quand vous écoutez justement les BFM, les Dominique Seux, etc., ils vont vous dire l'inverse. L'État est trop gros. Voilà. Je vous dis, ça n'a aucun intérêt de le dire, puisque l'État ne capte pas en fait la monnaie. L'État redistribue la monnaie. Donc la grosseur de l'État, ça n'a absolument aucun sens.
Alors maintenant, est-ce qu'il faudrait donc rembourser cette dette? Est-ce que cette dette est utile dans son remboursement? Eh bien moi je vous dis que la dette elle peut être très très utile. Il faudrait même emprunter le plus possible maintenant. Les taux d'intérêt sont faibles, c'est une très très bonne idée. Une fois qu'on est vraiment à saturation, mais quelque chose d'impressionnant, nous pouvons décider de faire banqueroute, c'est-à-dire défaut. À ce moment-là, on annonce comme ça au marché financier, on leur dit « Ah oui, excusez-nous, il y a un petit souci. En fait, voilà, nous sommes les gouvernants, et ce qu'il y a, c'est qu'on a passé 2 contrats. Un premier contrat avec vous, les marchés financiers, et un deuxième contrat avec nos populations. C'est-à-dire qu'on s'est engagé, donc, à leur bien-être. Sécurité pour tous, j'entends bien sécurité sociale pour tous, de l'emploi, de la santé, du bien-être, de l'éducation, de la culture, de l'émancipation. On a 2 contrats. Eh bien, on ne va pas pouvoir respecter les 2. Et devinez lequel on ne va pas pouvoir respecter. Eh bien, ça va être le vôtre. Et ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que ça, c'est la décision que n'importe quel gouvernement responsable et démocratique devrait prendre. Vous savez, le marché financier, c'est ça. C'est vraiment, vous organisez un repas de famille, et quelqu'un débarque, alors qu'il n'est pas invité, appelons-le le marché financier, eh bien, il débarque chez vous et il se sert dans vos assiettes. C'est exactement ça. Dans notre contrat social, intervient un tiers que nous, on n'a pas du tout invité. Et les gouvernements ont le choix. Et le choix qu'ils font, c'est de respecter les marchés financiers. Alors, ne plus payer, ça ferait quoi? Alors, évidemment, premier truc, c'est qu'il faudrait entraîner avec nous d'autres pays. Ce qui n'est pas impossible. Hein. L'Espagne, on serait extrêmement ravis. Prenons le Portugal, c'est toujours ça. L'Italie, très très bien. L'Italie, allez, la Grèce pour un second tour. Ça pourrait être très très bon. Eh bien, on prend tous ces pays-là, on les emmène avec nous et on dit, je te fais un chiffre financier. Ah mince, désolé, on ne paye plus. Mais on ne paye plus, c'est-à-dire non, on ne fait pas de virement. Voilà. À ce moment-là, le marché financier s'effondre. Évidemment, il s'effondre. Alors, quelle tempête. Quelle tempête. Même la crise des subprimes à côté, ce serait rien. Une véritable tempête. Mais à ce moment-là, les banques s'effondrent. Et combien ça coûte une banque qui s'effondre? C'est comme dans les subprimes, ça coûte rien. Et donc nous, là, on nationaliserait tout pour 1 euro symbolique par-ci, 1 euro symbolique par-là, et on deviendrait propriétaire, en fait, de ceux à qui nous devons de l'argent. Et on ferait comme on a fait un peu en Islande, on dirait, tiens, je vais m'auto-annuler la dette. Hop, merci, voilà, j'annule. Ok, voilà, et tout simplement, comme ils ont fait en Islande. Voilà, on s'auto-annulerait la dette. Oh, quel coup de tonnerre, évidemment. Alors ça veut dire que si on le fait, c'est tout ou rien. Tant qu'à annuler, parce que là, ça créerait une défiance des marchés. Alors là, il faut absolument tout annuler. Bon, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Alors ça, faire ça comme ça, évidemment, ça demanderait beaucoup de choses. Ça demanderait des politiques internes, très puissantes, très claires. Réappropriation des banques privées, comme je viens de le dire. Réappropriation de la banque aussi, la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, actuellement, crée 80 milliards par mois, 80 milliards d'euros par mois, qu'elle distribue directement aux banques. Les banques en font quoi? Bien, la moitié de cet argent, enfin la moitié de leurs profits, 196 milliards, vont dans les poches des actionnaires en forme de dividendes. 80 milliards par mois, ça représente, d'après un économiste, Cédric Durand, qui est très intéressant, ça représente, qui est dans le manuel aussi d'ailleurs, ça représente 50 millions d'emplois au SMIC, tout de suite. Tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de t'appuyer sur le bouton virement aux banques, tu appuies sur autre chose, 50 millions. J'éradique le chômage du jour au lendemain. Vous voyez, la dette, elle n'est pas faite pour être payée. C'est pas ça la question. On pourrait, on a les moyens. Ça créerait des défauts, des problèmes, bien sûr, évidemment. Peut-être que notre système ne crée pas. Évidemment que si. On tombe dans l'inconnu, c'est vrai, il y a plein de choses nouvelles qu'on va découvrir, et je vous dis, il faudrait des politiques aussi internes très fortes, hein. Des politiques monétaires, des politiques budgétaires, de protection du marché, de limitation des exportations et des importations aussi. Pourquoi pas un tournant durable? Pourquoi pas, puisqu'on y est. Voilà. Pourquoi pas relancer une grande politique comme ça? Et pourquoi pas des thèmes comme la décroissance? Voilà. Les thèmes restent ouverts, mais il y a tout un tas de possibles. Mais en tout cas, c'est bien ça la politique. C'est vivre dangereusement, et c'est prendre des risques, et c'est être de gauche, c'est toucher au cadre. C'est pas agir dans le cadre, c'est pas agir dans les règles, c'est jouer avec les règles. Donc les banques veulent jouer avec nous, elles sont surendettées, et puis on arrête de payer. Et on verra bien qui sera le plus fort dans l'histoire. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous dire que moi, je vous propose tout simplement donc de ne pas payer cette dette. Mais alors... Les banques peuvent saisir les avoirs des gens. C'est ça qu'ils nous disent. Ah, mais pas du tout. En fait, madame, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'État n'est pas un agent comme les autres. Et donc, il n'y a que l'État, en fait, qui a le pouvoir de saisir. Vous avez déjà vu une banque frapper à votre porte pour saisir quelque chose? Si vous ne payez pas votre forfait chez Bouygues ou je ne sais pas qui, ils ne peuvent pas venir vous réclamer. Ils n'ont pas le droit de prélever sur votre compte. Ils font appel au pouvoir public, à la justice, aux huissiers qui sont mandatés par l'État. Il n'y a que l'État, en fait, qui peut vous obliger à.
Donc si l'État s'y refuse, il ne se passera rien. Donc c'est bien pour ça qu'on a besoin de gouvernants